grande vague migratoire européenne qui va surtout s'exprimer au XIXe siècle, favorisée par la révolution des transports. Au XIXe siècle, il s'agit d'une estimation, 50 millions d'Européens vont émigrer de l'Europe donc vers outre-Atlantique, et on va le voir, la direction dominante va être les États-Unis. 55 millions d'Européens émigrent donc au XIXe siècle, et les trois quarts quasiment dans une période beaucoup plus resserrée, entre 1880 et 1914, on parle d'apogée de cette émigration. Si vous regardez la carte qui vous est proposée, eh bien on constate que la direction dominante de ces flux, c'est l'Amérique du Nord, 43 millions, dont 34 millions pour les États-Unis, mais également l'Amérique centrale, alors dans une moindre mesure, 2 millions, et enfin l'Amérique du Sud, 10 millions, dont 6 millions pour l'Argentine. Les raisons qui président à ces départs sont diverses, mais la plupart sont quand même d'origine économique. Ces émigrants veulent fuir la pauvreté, voire la misère, et tenter l'aventure de l'Amérique. Une Amérique qui, effectivement, attire ces Européens, ne serait-ce qu'avec le mythe de l'Eldorado, qui est favorisé par la découverte de l'or en Californie à partir de 1848. Donc ces immigrants partent, en tout cas vont entreprendre un voyage vers l'Amérique, et au-delà de leur motivation, c'est aussi un appel d'offres qui est fait par ces pays neufs d'Amérique, c'est-à-dire les États-Unis, mais aussi les jeunes républiques d'Amérique du Sud, qui sont en forte demande de main-d'œuvre européenne. Si on analyse de plus près les flux, en tout cas qui se dirigent vers les États-Unis, direction dominante, selon l'origine des immigrants, eh bien on s'aperçoit qu'il y a à peu près deux grands courants. Un premier courant que vous voyez apparaître ici en rouge. Alors les départs, évidemment, il faut bien savoir que depuis la découverte de l'Amérique, il y a quand même des migrations qui sont constantes, bien sûr. Mais c'est quand même au 19e, et on le voit là, que ces migrations vont être vraiment massives. Si on regarde le premier courant donc, qui apparaît ici en rouge, c'est un courant dit anglo-saxon. C'est-à-dire c'est le départ de beaucoup d'anglais, de britanniques, d'une façon plus générale du Royaume-Uni, tout simplement, mais aussi le départ de beaucoup d'Allemands. Et ce courant va effectivement être toujours présent jusque dans les années 1890, mais il va être rattrapé par un autre, c'est-à-dire le départ de Méditerranéens et de Slaves. Alors Slaves, il faut entendre par là des populations de Russie, d'Austro-Hongrie, et également beaucoup d'Italiens qui vont inonder véritablement New York. En particulier, vous le voyez, dans les années 1906-1910, on dépasse le million annuel de départ. En France, cet élan, alors il est beaucoup plus discret, beaucoup plus modeste, parce qu'au 19e, la France est d'abord un pays d'immigration, d'accueil. Mais pour autant, le phénomène d'émigration n'est pas négligeable. Alors on enregistre à peu près, il s'agit toujours d'estimation, 1 250 000 départs. Ce qui est peu, vous me direz, si on compare au départ des anglo-saxons, mais surtout des anglais, à peu près 9 millions. Donc vous pouvez constater que ce n'est pas tout à fait les mêmes valeurs. Pour autant, la France de l'émigration n'est pas cette géographie n'est pas uniforme, et on constate que certaines régions, voire certains départements, sont très impactés par cette émigration. En particulier, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le département des Basses-Pyrénées. Les Basses-Pyrénées, en 1884, vous le voyez sur ce tableau du journal officiel, enregistrent 1386 départs. Et c'est le record, cette année-là. Derrière, immédiatement derrière, on a les Hautes-Pyrénées, mais avec une valeur quand même sensiblement plus basse. 383 départs.
Et tous les autres départements vont se situer grosso modo en deçà de cette dernière valeur. Il se trouve que les Basses-Pyrénées ont déjà une tradition de déplacement vers l'Espagne depuis le Moyen-Âge. Au XVIIIe siècle, ces émigrants vont sauter l'Atlantique, mais pour aller généralement vers les îles, vers Cuba ou encore vers Saint-Domingue. Et au XIXe, favorisé, on va le voir, par la révolution des transports, eh bien, ils se dirigent dans un premier temps, alors je parle des Béarnais et des Basques, hein, voire des Hauts-Pyrénéens, ils se dirigent plutôt vers l'Argentine, l'Uruguay, l'Argentine dans les années 1860, et à la fin du siècle, plutôt vers les États-Unis. La révolution des transports va effectivement favoriser ces départs massifs. C'est ce qu'on appelle le triomphe de la navigation à vapeur, puisque grâce au progrès, grâce à la technique, eh bien, on va pouvoir voyager, enfin, ça va permettre plutôt d'accroître la vitesse, le volume de passagers, le confort, la sécurité également et la régularité de ces traversées. L'espace-temps est bouleversé. Si vous regardez, pour la traversée Le Havre-New York, vers 1830, il fallait à peu près 35 jours sur un 3-mâts. Condition, 3-mâts, entendez par là un voilier, hein, à condition d'avoir du vent. C'était quand même une condition nécessaire. En 1901, cette durée est ramenée progressivement à 6 jours sur un vapeur. Alors un vapeur ou un steamer en anglais, ou encore on peut l'appeler paquebot. Alors paquebot, c'est un terme anglais au départ qui signifie packet boat, le bateau qui achemine les paquets. Entendez par là le paquet de dépêche, tout ce qui est courrier en quelque sorte. Et au départ, ces packet boat, c'était des voiliers très rapides au XVIIIe siècle qui pouvaient rejoindre par exemple Douvres à Calais pour transporter, pour assurer ce service postal. Puis avec la vapeur va naître le paquebot moderne. Et finalement, ce terme de paquebot va désigner finalement le transport de passagers. Mais dans les lettres que l'on peut lire des émigrés, souvent, on parle du courrier, bien sûr, qui est acheminé, on parle pour désigner le bateau, de courrier, ou encore de paquet. Donc c'est complètement dérivé de ce mot anglais. Ces paquebots vont gagner en vitesse, vont devenir de plus en plus vastes, de plus en plus luxueux, tant et si bien, et si vous voulez, représentent aussi la vitrine de tout un pays, d'une compagnie maritime, mais aussi de tout un pays. Quand ils sont lancés à la mer pour la première fois, c'est une manifestation importante qui... la foule se déplace généralement en nombre pour aller voir donc ce lancement à la mer. En 1935, c'est un paquebot français, le Normandie, de la Compagnie Générale Transatlantique, qui gagne cette fameuse distinction. C'est la course donc au ruban bleu, c'est-à-dire le record de vitesse pour la traversée de l'Atlantique Nord. Les compagnies ont bien compris une chose. Effectivement, ils vont essayer de répondre à une double exigence en quelque sorte. Celle qui comprend, ou tout au moins qui va englober cette clientèle de luxe, cette clientèle qui a de l'argent, qui va voyager en première classe, et également répondre aux besoins de ces émigrés, de ces émigrants, qui sont très nombreux, et qui ont besoin de traverser l'Atlantique pour rejoindre les Amériques. Donc, les compagnies vont rentabiliser ce qu'on appelle l'entrepont. Les ponts supérieurs d'un navire sont généralement réservés aux premières classes. C'est-à-dire, voilà, on s'y retrouve ici, des espaces démesurés, particulièrement fastueux, qui vont globalement accueillir 10% des passagers du navire. Et à ces premières classes, à ces espaces luxueux, vont répondre, eh bien, tout simplement ce qu'on appelle l'entrepont, ou encore les ponts inférieurs du navire, vous le retrouvez ici, où on va loger les émigrants. Donc, ils se retrouvent dans
dans ces espaces assez clos, avec des... Alors c'est des installations tout à fait sommaires, hein, qui se démontent d'ailleurs, parce qu'en fait c'est les cales du navire, c'est aussi des cales à marchandises, et où ils vont dormir et se sustenter d'ailleurs. Promiscuité, insalubrité règne dans ces cales, enfin dans ce qu'on appelle l'entrepont, et qui correspond à ce qu'on appelle aussi la troisième classe, qui est occupée majoritairement par ces émigrants. Pour cela, pour assurer ce transport, il faut évidemment que des grandes compagnies puissent tout simplement faire cette traversée depuis les ports européens vers les ports d'Amérique. Il se trouve que la densité du trafic de voyageurs et la densité du trafic de marchandises va tout simplement permettre une régularité des lignes. Et les premières lignes qui s'installent en Europe, c'est la ligne entre New York et Liverpool. Liverpool est à ce moment-là le port anglais, le port principal d'émigration anglais. Et à partir de 1818, donc, il y a une ligne régulière. Petit à petit, des compagnies européennes vont se créer. D'abord des compagnies pionnières anglaises, la Cunard Line, vers 1838, la Royal Mail, à peu près aux mêmes dates, et aussi, un peu plus tard, la White Star Line, qui sera l'heureuse ou malheureuse peut-être propriétaire du Titanic. Mais ces compagnies anglaises vont être très vite concurrencées à partir de 1850-60 par les compagnies allemandes, qui sont ancrées soit au port d'Hambourg, soit de Brême. Donc on a la Hambourg America et le Lloyd, qui en 1899 transporte à peu près 90 000 passagers par an, quasiment 3 fois plus que les autres compagnies. Donc face à ces mastodontes, ça va être assez difficile de rivaliser pour ces compagnies maritimes, en particulier les compagnies françaises. Alors, les compagnies françaises vont être créées véritablement, alors d'envergure, on en a deux, vont être créées aux alentours de 1850. Les messageries maritimes, d'abord, qui sont ancrées à Marseille et qui assurent le service postal de Méditerranée. Elles vont, on va le voir ensuite, se fixer également à Bordeaux. Et l'autre compagnie, c'est la Compagnie Générale Transatlantique, qu'on appelle aussi Transat, ou French Line. Ça, c'est le nom donné par la clientèle anglophone. Cette compagnie, elle est créée en 1855 par deux frères, les frères Pereire de Bordeaux, qui ont créé déjà en 1852 la Compagnie du Midi, qui exploite tout le réseau ferroviaire du Sud-Ouest. Et pour eux, le transport maritime n'est que le prolongement naturel du rail. Les messages maritimes vont assurer la ligne postale entre Bordeaux, où elles sont ancrées, on va dire le Brésil, mais aussi l'Uruguay et l'Argentine. Alors, généralement, on fait escale, alors ça dépend des lignes quand même, mais généralement une escale peut se faire à Lisbonne pour prendre des passagers. Ensuite, à partir de 1866, à Dakar, parce que le Sénégal est une colonie française, et on se ravitaille bien sûr en charbon. Et ensuite, elle dessert donc cette compagnie, le Brésil, l'Uruguay et l'Argentine. Il faut à peu près 21 jours pour effectuer cette traversée. Mais cette ligne de l'Atlantique Sud va être quand même très concurrencée, en particulier par les compagnies étrangères, que ce soit les Italiens, les compagnies italiennes, bien sûr, puisqu'on l'a vu, à partir de 1900, l'immigration italienne est quand même très importante. Mais également par les compagnies anglaises ou encore allemandes dont je vous ai parlé. En 1912, la compagnie des messageries abandonne cette ligne du fait d'une concurrence trop vive. Et c'est une compagnie française, Sud-Atlantique, qui va prendre le relais. La Transat va avoir une autre stratégie, plus offensive en matière de transport des migrants. La Transat est donc fixée à la fois au Havre
et à Saint-Nazaire. Elle va obtenir le service postal d'une part de Saint-Nazaire jusqu'à Veracruz, au Mexique, et de Saint-Nazaire jusqu'à Colón, au Panama. Mais la plus convoitée, c'est bien sûr, et vous l'avez compris, puisque la direction dominante de ces immigrants, c'est la ligne Le Havre-New York, et qui va être aussi la plus active à partir de 1864. Vous avez sur la carte les lignes qui sont exploitées en 1866, donc c'est les trois que je viens de citer. Mais on va voir que la Transat va évidemment tirer profit de ces départs massifs des migrants depuis Le Havre ou depuis Saint-Nazaire et démultiplier toutes ces lignes, soit en mettant, en utilisant des navires spéciaux migrants qui sont construits au début du XXe siècle, comme le Chicago, ou encore en utilisant des cargos mixtes, marchandises et voyageurs, ou des cargos tout court, parfois, pour acheminer donc ces émigrants. Et vous le voyez, le maillage là, de toutes ces lignes montre combien il est possible, combien il peut aussi exister depuis Le Havre d'escales pour pouvoir prendre un maximum de passagers. En particulier, depuis Le Havre, on va s'arrêter à Bordeaux, on va s'arrêter sur les ports d'Atlantique, espagnols de l'Atlantique, parce que là, ils chargent aussi beaucoup d'émigrants espagnols qui vont vers Cuba ou encore vers Panama, puisque les travaux du canal de Panama vont reprendre vers 1906. Tant et si bien que cette compagnie va devenir en 1913, va occuper le 5e rang parmi les compagnies de transport maritime de l'Atlantique Nord. Elle possède à ce moment-là 84 paquebots. Il va bien falloir créer des aménagements dans les ports français pour pouvoir accueillir ces paquebots qui sont de plus en plus grands, de plus en plus longs. En tout cas, les ports français vont servir souvent d'escale pour les compagnies étrangères. Pour n'en citer que quelques-uns, Boulogne, Cherbourg, Brest, La Rochelle, parfois Bordeaux. Ici, vous avez l'escale de l'Orcoma, qui est un bateau d'une compagnie anglaise, la Pacific Steam Navigation Company, qui assure une ligne Liverpool-Valparaiso au Chili. Il y a une seule escale française, c'est à La Rochelle. En réalité, en ce qui concerne en tout cas la côte atlantique, deux ports vont être vraiment actifs en termes de transport des migrants. Le port du Havre d'abord. Alors idéalement placé au débouché du bassin parisien. En 1847, le train relie Paris au Havre. Ce port va être modernisé à partir un peu tardivement, à partir de 1895, pour pouvoir accueillir ces transatlantiques qui sont de plus en plus grands. Et en particulier, on va construire un avant-port, vous le voyez là, de telle façon que les navires vont venir, vous voyez, ici, pour embarquer les passagers. Donc vous avez ici la photo. Et c'est à ce moment-là que la Compagnie Générale Transatlantique va construire, en tout cas lancer à la mer, le paquebot France. Alors c'est le premier du nom, ne confondez pas avec celui qui est créé, en tout cas qui va desservir aussi l'Amérique du Nord à partir de 1960 et qui plus tard deviendra le Norway, etc., dont vous connaissez la fin. Donc ce paquebot France, le premier du nom, est lancé à la mer en 1912. Il fait 220 mètres de long, alors c'est le maximum, parce qu'au-delà, les bassins du Havre ne peuvent pas accueillir de paquebots plus longs. Mais en tout cas, c'est le plus luxueux de tous les bateaux de sa génération. Pas le plus rapide, mais le plus luxueux. On l'appelle le Versailles des mers. Il est quand même concurrencé, parce qu'il y a par exemple à ce moment-là le Britannique, une compagnie anglaise, qui lui fait 268 mètres de long et transporte 2600 passagers. Le Versailles des mers n'en transporte que 2000-2200. Et puis il y a l'Imperator, d'une compagnie allemande,
qui mesure 280 mètres de long et peut transporter jusqu'à 3200 passagers. Des véritables monstres des mers. En tout cas, ce qu'on remarque pour la France, c'est quand même que globalement, les ports sont plus ou moins sous-équipés si on compare ces ports aux ports anglais ou encore aux ports allemands de Brême ou de Hambourg. Il se trouve que la Compagnie Générale Transatlantique, je vous l'ai dit, hein, qui est fondée par les frères Pereire, qui sont aussi des entrepreneurs très influents, mais qui ont aussi créé la Compagnie du Midi. Il se trouve qu'ils vont aller chercher ces émigrants là où ils se trouvent. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, l'émigration nationale, elle est peu importante. En 1882, le port du Havre, au plus à 10% des migrants français. Donc ils vont aller les chercher, et pour cela, ils vont mettre des trains à disposition du Havre vers Bâle, en Suisse, ou encore vers Modane, pour capter cette clientèle étrangère. À Bâle, ils vont capter tous ces Allemands du sud-ouest de l'Allemagne, et à Modane, évidemment, les Italiens, et ils sont nombreux à émigrer. Tant et si bien qu'on va leur vendre un billet unique. Alors tout cela grâce à des agences d'émigration que l'on va trouver au Havre, que l'on va trouver à Bâle ou à Modane, ou même à l'étranger, bien sûr. Un billet unique leur est délivré, donc ils vont faire le voyage de Bâle ou de Modane en train jusqu'à Paris, jusqu'au Havre, pardon, justement. Ils évitent Paris, qui est souvent une source pour eux de complications. Et ensuite, ce billet comprend la traversée de l'Atlantique vers New York, et parfois même le trajet en train quand ils se déplacent et qu'ils vont vers la Californie, par exemple vers San Francisco. Le Havre va devenir, pour la France, bien sûr, tête de l'émigration étrangère vers l'Amérique du Nord, puisque entre 50 et 70, ils captent cette émigration allemande avec des pics quand même en 1853 de 69 000 passagers, dont à peu près 80% d'Allemands. Et puis quand les ports de l'Allemagne vont se moderniser et qu'on voit apparaître ces grands mastodontes que sont ces compagnies allemandes, eh bien ils vont aller chercher l'émigration italienne. Et ça va aussi fonctionner puisqu'on a des pics. En 1907, on a un pic de 100 000 passagers, dont 50% d'Italiens. Bordeaux, deuxième port de l'Atlantique, qui est aussi très actif en termes de transport des migrants. Bordeaux, tout au long du XIXe siècle, va faire l'objet de nombreux aménagements pour accueillir les paquebots, bien sûr, mais Bordeaux pâtit de sa situation en fond d'estuaire. Regardez, Bordeaux est ici, vous avez l'océan, on est à 100 km quasiment. Parce que les bateaux, du coup, ils doivent remonter à petite vitesse et aux heures de marée, parce que là, on a un trafic fluvial, tout simplement. Donc, les frères Pereire, toujours les mêmes, la Compagnie Générale Transatlantique, va avoir l'idée d'investir le port de Pauillac, qui existe déjà, mais c'est un petit port à l'époque. Et là, ils vont créer des appontements importants, de façon à ce que Pauillac devienne en fait le véritable point de départ de cette émigration bordelaise. Puisque une ligne de chemin de fer relie la ligne du Médoc, relie Pauillac à Bordeaux, vous la voyez là. Dans Pauillac, à partir de Pauillac, on va transborder les marchandises et les voyageurs qui vont être acheminés par chemin de fer jusqu'à Bordeaux. Le port de Bordeaux va avoir une activité importante en direction de l'Argentine. Les années fastes de l'immigration bordelaise, c'est entre 1884 et 1894. Grâce à un réseau d'agences, ici vous avez la mention de l'agence Colson qui est à Bordeaux, qui emploie dans les années 1890 plus de 33 agents d'immigration qui sont disséminés, en particulier dans le sud-ouest, mais aussi sur les côtes espagnoles de l'Atlantique. Grâce à ce réseau d'agents, eh bien, Bordeaux va réussir à capter une clientèle d'abord française, tout simplement parce que nous sommes pas loin
des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, cette zone dont je vous ai déjà parlé, qui va fournir énormément d'émigrants. Et donc les Béarnais, les Basques, les Hauts-Pyrénéens vont embarquer à Bordeaux, naturellement, hein, c'est le port le plus proche, d'autant que Bayonne, à ce moment-là, a perdu de son importance. Donc si on regarde un petit peu l'origine des voyageurs, des passagers, on a 40% de Français, 33% d'Espagnols qui ont été détournés des côtes atlantiques pour venir prendre le bateau à Bordeaux, 15% d'Italiens. Voilà un petit peu l'échantillon qui permet de repérer un petit peu l'origine de ces passagers. La plupart de ces passagers, à 82%, vont se diriger vers l'Amérique du Sud et plus spécialement vers l'Argentine, Buenos Aires. On estime que sur cette période, plus de 200 000 émigrants au départ de Bordeaux se sont déversés en Argentine. En tout cas, si les chiffres de Bordeaux sont, beaucoup moins importants que ceux du Havre beaucoup moins importants que ceux des ports allemands ou des ports anglais, les deux ports et les compagnies maritimes qui leur sont attachées vont tirer profit au maximum de ce fret humain que représentent donc les émigrants.